surveillance des données personnelles de l'INAI qui procédera à la conférence suivante qui s'appelle les flux de données basés sur la confiance. Bonjour à toutes les personnes qui nous accompagnent à distance. C'est un grand plaisir pour nous de faire partie de cet espace d'échange et nous abordons différents contextes et pour aborder ces questions sur la vie privée. Recibo el saludo por parte de las y los comisionados que integran el Pleno del INAI y saludo con mucho gusto a los dos conferencistas magistrales que nos acompañan el día de hoy en la conferencia magistral número 3, denominada o titulada Flujo de Datos Seguro. En primer lugar, contaremos con la participación de Mieko Tano, presidenta de la Comisión para la Protección de la Información Personal de Japón, y posteriormente de Bruno Giancarelli, titular de la Unidad Internacional de Flujos y Protección de Datos de la Comisión Europea. Dicho lo anterior, permítanme presentarles brevemente a nuestra primera ponente. Mieko Tano es presidenta de la Comisión para la Protección de Información Personal de Japón desde noviembre de 2019. Después de haber fungido como comisionada desde el 2016, tiene una licenciatura en Derecho y ha centrado su carrera en el campo para la protección del consumidor por más de 25 años. Ha sido consultora para el Centro Metropolitano Integral del Consumidor de Tokio y directora de la Asociación Japonesa de Especialistas en Asuntos del Consumidor y se desempeñó también como vicepresidente. En tant que président national du Centre de consommation, les systèmes juridiques régulant les questions liées à l'échange d'informations vont d'un pays à l'autre, reflétant ainsi son histoire, les différents contextes politiques et socio-culturels, les caractéristiques nationales des différentes politiques. Il n'existe pas de gouvernance en matière de données. La coordination politique dans ces données et dans ce domaine est essentielle pour gérer le flux d'informations personnelles. Bien sûr, la protection des données personnelles n'est pas une barrière, une obstruction à l'économie numérique. Et lorsqu'on parle de convergence normative et de libre flux de données personnelles, il est absolument vital de garantir leur sécurité. Je vous laisse avec la participation de Mieko Tano. Bonjour, je suis Mieko Tano, président de la Commission de protection des informations personnelles du Japon. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui au cours de cette présentation. Je voudrais tout d'abord remercier Blanca Lilia Ibarra-Cardena et le commissaire de l'INAI dans le cadre de cette réunion de l'Assemblée de GPA. Dans ces circonstances délicates auxquelles nous faisons face du fait du contexte de la pandémie 19, je remercie le secrétariat de la GPA d'avoir rendu cet événement possible, même en distance. La commission PPC Japon est une autorité établie en janvier 2016. Il s'agit d'une organisation indépendante responsable de l'ensemble de l'administration des informations et protection des données personnelles au Japon. En tant qu'autorité de personnel de protection de l'information, nous avons promu la coopération internationale avec d'autres organisations de protection des données, facilitant ainsi la coopération bilatérale entre la transformation transfrontalière concernant les données personnelles, et nous avons participé à différentes assemblées et conférences telles que celle de la GPA aujourd'hui. Notre environnement social évolue rapidement du fait de la mondialisation et du fait de la numérisation, de la digitalisation. Ce que nous attendons au Japon en tant que PPC, c'est garantir l'équilibre entre la production et l'utilisation de données personnelles et de mieux répondre aux différents scénarios qui entourent les données liées aux données personnelles. Tout ce que nous appelons flux de données, il s'agit de les gérer avec confiance et d'un concept DFT que nous promouvons au sein de la PPC qui nous permet donc de mettre en œuvre cette DFT. L'Internet a créé
un flux sans frontières d'informations et à attirer le monde sur des plateformes gratuites qui ne sont pas régulées et présentes dans le monde entier. Et les gens ont pu tirer bénéfice de l'utilisation de l'Internet au fil des différents services proposés, mais il y a un risque en matière de gestion et de protection des données personnelles au fur et à mesure qu'avance l'innovation technologique utilisant ces données personnelles. Nous pensons et nous croyons que nous partageons tous le même point de vue à cet égard. Concernant l'utilisation des données dans le monde, le document que nous a présenté Cisco donc des États-Unis, il s'agit ici de chiffres particulièrement pertinents et intéressants. Pour 2023, il nous est dit que près de 2/3 de la population mondiale aura accès à Internet. Et le nombre de dispositifs connectés via les réseaux IP représentera 3 fois la population mondiale. Ce document aborde également le fait que la connexion entre machines s'étendra davantage. Il y aura des intérêts au niveau des applications et sur les questions de mobilité, en particulier et de plus en plus dans le cadre de la connexion 5G. Les flux de données seront donc une infrastructure fondamentale qui nous aidera dans bien des aspects de notre vie quotidienne. La pandémie de COVID-19, qui est le défi de taille auquel nous faisons face aujourd'hui, a apporté avec elle de nombreux changements. Et avec l'objectif d'éviter une diffusion du virus, de nombreuses restrictions en matière de mobilité ont été appliquées dans bien des aspects, comme dans des aspects tels que le travail, divertissement et autres. De nombreux événements ont lieu en ligne désormais. Il est de plus en plus commun donc de voir ces problèmes en matière de gestion de la vie privée et de tout cet environnement autour de ces échanges de données change drastiquement en matière de profondeur et sur les questions de la vitesse d'échange. Tout cela sont devenus des flux de savoir, de valeurs, de concurrence, de compétitivité pour nos sociétés. Dans une ambiance, dans le contexte d'échange de flux de données, nous chercherons à optimiser l'utilisation de ces données. Ces données qui sont produites dans différents points géographiques du monde. Ainsi, nous pourrons promouvoir l'innovation qui nous amènera à davantage de développement et de croissance et de développement social. Par ailleurs, le développement du cyberespace souligne toutes les questions liées à la protection des données et de données personnelles et de la vie privée. Tout cela peut résulter une problématique dans l'échange transfrontalier des données et même entraîner des problèmes au sein des frontières dans le problème de localisation des données. Les problèmes juridiques liés aux questions d'échange de données en matière de sécurité et de protection de la vie privée des données entre les pays reflètent les systèmes politiques caractérisés par les histoires de chaque nation. Nous devons avoir une discipline globale et il est essentiel de coopérer au niveau mondial pour gérer et protéger les flux de données, d'où la proposition du Japon de cette DFT, de cette protection de flux de données basée sur la confiance. Ce forum de 2019 et nous poursuivons en 2019 à renforcer ce concept de DFT, de flux de données basé sur la confiance depuis lors. Il s'agit d'un échange basé sur la confiance, donc en temps et en heure, sur des questions concernant la sécurité, la propriété intellectuelle et la protection des données dans leur concept, qui cherche l'équilibre entre la confiance et le libre échange des données. Et soulignons que le libre-échange de données entre frontières transfrontalières est important. Nous devons souligner qu'il est absolument fondamental d'avoir la confiance, de ne pas
sacrifier ni la vie privée ni la protection des données personnelles au moment de partager ces données, alors que ceux-ci sont échangés et partagés de façon transfrontalière. Nous devons créer un cadre mondial pour gérer et garantir la libre circulation de ces données en toute confiance. L'idée du DFFT a été ratifiée lors du G20, mais cela n'est pas non plus la panacée, puisque les données étroitement liées aux questions culturelles et aux performances de chaque pays, nous devons partager les mêmes valeurs et principes avec l'ensemble des pays du monde et établir ainsi un cadre adéquat pour garantir la protection des données au cours des divers forums. Nous devons promouvoir un ensemble de règles entre les différents pays et je profite de cette opportunité qui m'est donnée pour présenter les efforts réalisés par la France. Et nous avons également d'autres pays nous voyons l'importance des FFT. Nous percevons qu'il y a énormément de principes pour le commerce numérique. Nous avons identifié 4 cadres dans les piliers sur lesquels travailler de façon conjointe. Le premier de ces 4 piliers est la localisation des données et nous pouvons réaliser une analyse des impacts dans les moyens de localisation de ces données en réponse à ces orientations. Le deuxième pilier est la coopération régulatoire sur des questions liées à la vie privée qui sont abordées lors de l'analyse transactionnelle des données. Nous avons l'opportunité également d'améliorer les différences en matière d'interopérabilité et de coopération entre les différentes agences de protection de données personnelles. Il y a des objectifs de l'OCDE et je parlerai de ce point-là plus tard. Le troisième pilier est lié à l'approche pour le partage de ces données. Nous avons un consensus pour ce faire, reflétant les objectifs du deuxième pilier. Les commissaires du Royaume-Uni ont organisé la table ronde du G7 sous le leadership de la commissaire Dunham, qui fait partie également de l'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée, GPA, qui aborde les questions liées à ce concept de DFFT. Le Japon y répond et l'incorpore dans le cadre du G7. Les pays souhaitent travailler de façon conjointe afin de limiter les impacts dans certaines politiques publiques et nous souhaitons travailler sur les questions DFFT au G7 qui aura lieu au Japon en 2023. Nous parlerons des initiatives du DFFT, les protections de données, cette conférence de protection des données à laquelle le Japon participe. Comme je l'ai précisé, le Japon a présenté ce concept de DFFT à Davos en janvier 2019 et a lancé la feuille de route de Osaka pour retracer toute la question sur la protection des données jusqu'en juin 2019. Nous avons reconnu l'importance de mettre en œuvre cette DFFT au niveau national et international. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé une stratégie de données intégrale en décembre 2020 afin de pouvoir adopter une infrastructure additionnelle en matière de données pour pouvoir apporter et alimenter les discussions internationales liées à ce principe de DFFT. Il a été actualisé en juin 2021. Il s'agit de l'un des principes qui guide la promotion de la DFFT dans le cadre de la commission PPC du Japon. Afin de promouvoir la DFFT à l'échelle mondiale aujourd'hui,
puisque aujourd'hui nous faisons face à une technologie qui ne cesse d'avancer à une vitesse très rapide. Les différentes politiques établies ont cherché à créer des collaborations avec les mêmes pays qui partagent les mêmes valeurs et en assumant un leadership pour pouvoir établir un cadre de référence qui soit compatible avec cette nouvelle ère. Donc, quel type d'approche existe désormais pour mettre en œuvre cette DFFT? La Commission du Japon, PPC, promeut 3 principes. Le premier est de promouvoir une utilisation des flux de données afin de faciliter les cadres existants en matière de la protection des données et de la vie privée. Deuxième point, un schéma de certification corporative mondial que nous retrouverons dans les forums internationaux et des discussions sur les systèmes existants. La PPC Japon promeut le fait qu'il y ait eu un transfert uniforme de données par le biais des cadres existants dans chaque pays afin de pouvoir faciliter la DFFT. Par exemple, le Japon a participé à des conversations avec les décideurs politiques en l'Union européenne et les États-Unis pour établir un cadre unique qui permette le transfert uniforme des données personnelles entre les 3 régions sur la base d'une relation de coopération développée entre ces 3 pays et ces 3 régions. Et il s'agit d'explorer la possibilité d'inclure de nouveaux systèmes de certification corporative qui peuvent être utilisés au niveau mondial. Mais les discussions ne sont pas encore arrivées à terme à cette étape. Des mécanismes ne peuvent pas encore être considérés, mais nous croyons qu'il s'agit vraiment d'un élément qui pourrait garantir la libre circulation des données. Nous voulons promouvoir les discussions au sein de l'OCDE concernant les risques émergents auxquels nous faisons face aujourd'hui. Nous avons eu énormément de préoccupations sur le fait d'avoir un accès illimité de la part du gouvernement, ainsi que concernant la localisation des données. Cela peut résulter en des barrières en matière de circulation d'informations transfrontalières. C'est la raison pour laquelle le Japon, en novembre 2019, s'est adressé à l'OCDE pour faire en sorte que ce risque émergent puisse être discuté entre les membres de l'OCDE au cours de la révision des alignements en matière de vie privée, des alignements de l'OCDE en matière de vie privée. Nous avons soumis devant les experts en 2020. J'étais l'une des oratrices principales et des intervenantes principales du Japon. Nous avons eu également des intervenants de la Commission européenne, de l'Union européenne et des États-Unis. Il y a eu un panel de représentants de l'industrie, du milieu universitaire et des gouvernements. Le séminaire a donné l'opportunité d'échanger sur l'importance d'avoir un cadre juridique établi en matière de gestion des données personnelles, un cadre de coopération avec l'Union européenne et les États-Unis et le Japon, et l'importance d'établir ce cadre de référence. Ces valeurs qui sont partagées au niveau national et international au cours des séances. Parmi ces 3 propositions de la commission PPC du Japon, afin de pouvoir parvenir à instaurer cette DFFT, il est particulièrement important de réviser les alignements d'échange en matière d'informations personnelles et de vie privée. L'importance des données personnelles dans la société actuelle augmente au jour le jour et nous recherchons un certain protectionnisme des données par le biais de la localisation de données afin de restreindre l'échange de données d'un pays à un autre. Mais dans le même temps, tout cela devient des données et des données qui sont de plus en plus... on peut avoir de plus en plus un accès facilité à ces données, donc le gouvernement demande d'avoir un accès illimité à ces données. Et nous devons donc établir une surveillance en la matière. Mais les données ont une valeur additionnelle au sein de la société. Il est donc nécessaire de garantir et promouvoir le libre-échange, leur libre-échange, afin de promouvoir également l'innovation et la production issue de ces données qui peuvent
permettre un meilleur développement social. La localisation des données, l'accès limité de la part du gouvernement, qui sont les deux problèmes de taille auxquels nous faisons face, eh bien, cela pourrait représenter un obstacle à la libre circulation des données. Les alignements de l'OCDE vis-à-vis de la protection et de transport d'échange des données personnelles a été adopté en 1980 et cela vaut la peine de mentionner, de préciser que les 8 principes basiques de cet alignement ont été développés à ce moment-là. Et à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur connecté au réseau, mais ces prérogatives étaient donc cependant applicables et sont applicables aujourd'hui. Les recommandations parlent de l'idée de permettre la libre circulation des données en adhérant au principe de protection de la vie privée de l'OCDE, orientant donc le développement des infrastructures de l'Internet, où est promue la libre circulation des données comme un principe fondamental au vu de l'importance de ces alignements de l'OCDE, qui sont donc les normes qui sont en vigueur dans de nombreux pays. Ces questions-là sont reflétées dans le monde entier et doivent devenir une nouvelle norme qui doit être prête pour faire face à ces nouveaux défis de taille. Et en conservant cela à l'esprit, la PPC Japon propose 3 idées pour promouvoir ce concept de DFFT et en permettant une discussion sur la reddition de ces alignements de l'OCDE afin de pouvoir faire face à ces défis qui se présentent à nous aujourd'hui. Le processus de révision définition a été conclu en avril cette année avec l'adoption d'une révision. La discussion quant à l'accès du gouvernement est toujours en vigueur et cette année a été émise une déclaration sur l'accès du gouvernement aux données et aux possessions du secteur privé. Cette déclaration cherche des principes de haut niveau et des orientations en matière d'accès de la part du gouvernement, l'accès à ces données de la part du gouvernement. De la part du gouvernement japonais, il s'agit d'une thématique importante et également pour l'Assemblée mondiale de la protection de la vie privée GPA. La discussion devrait s'orienter sur le rôle des différents membres. Je voudrais remercier ici les efforts qui contribuent davantage encore à développer et affiner ce domaine. Pour résumer, le PPC Japon a travaillé à la promotion de l'initiative sur la possibilité de partager les données et que celles-ci puissent être transférées au-delà des frontières. La PPC Japon propose que soient abordés les risques émergents en matière de protection de données ainsi que la localisation de ces données et l'accès illimité de la part du gouvernement à ces données. Nous voulons participer de façon active à l'ensemble des débats. J'espère que la PPC pourra poursuivre à la tête de ces débats sur ces thématiques. Nous sommes aujourd'hui au cœur d'un changement drastique en matière de politique vis-à-vis de ces données. C'est la raison pour laquelle nous devons coopérer avec les différentes autorités de protection des données personnelles et de la vie privée à l'échelle mondiale. Et l'Assemblée GPA, qui a été à la tête de ces efforts au cours de ces dernières 40 années, a été un acteur fondamental dans ce domaine. La PPC Japon continuera à contribuer au débat et aux activités de l'Assemblée GPA et fournira ses meilleures pratiques. Je conclus ainsi mon intervention et je vous remercie infiniment pour votre attention. Nous remercions l'intervention de la représentante japonaise de la Commission du Japon sur ces questions-là.
Rappelons que le Japon était le premier pays hors Union européenne à obtenir la déclaration en matière de protection de données personnelles de l'Union européenne. Sans plus, nous donnons la parole à notre exposant, Bruno Giancarelli, qui dirige l'unité internationale de protection de données et données personnelles au sein de la Commission européenne. Il a contribué aux phases décisives de la réforme législative de la loi en matière de protection de données personnelles de l'Union européenne et les négociations entre l'Union européenne. Avec son expérience, il était à la tête de la délégation de la Commission pour la négociation interinstitutionnelle avec le Parlement européen et le Conseil qui ont donné lieu à l'adoption de la charte du tribunal de la Commission européenne et l'application de la loi pertinente. Il fait partie des relations sur ces questions-là entre l'Union européenne et les États-Unis. Récemment, il a négocié un accord avec le Japon, d'où est issue la... Aujourd'hui, il est co-leader de la Commission pour les négociations avec le Royaume-Uni sur tous les aspects liés à la justice dans le contexte du Brexit. Il était avant au service de la Commission juridique de l'Union européenne, représentant la Commission devant le tribunal pénal et les questions de défense. Après avoir exercé son métier d'avocat, il est licencié en droit et en sciences politiques et professeur de droit et auteur de nombreuses publications sur le droit au sein de l'Union européenne. Nous remercions Bruno Giancarelli d'avoir accepté de participer à cette assemblée et sans plus attendre, je lui cède le micro. Je crois qu'il n'a pas de micro. Non, ça s'est coupé. Ah, je vous entends pas, monsieur. J'entends pas le monsieur. La cabine de français ne peut pas entendre le monsieur, je crois. Il n'a pas... son micro est fermé, je crois. Le micro de monsieur est fermé. On l'entend pas. La cabine de français s'excuse. Bruno, can you open your microphone? Bruno, pourriez-vous ouvrir votre micro? On ne vous entend pas vous parler, mais votre micro est fermé. La cabine de français s'excuse, mais le micro de monsieur est fermé. On ne l'entend pas. Ah, il nous semble qu'on a un problème avec le son de monsieur Giancarelli. Ah, peut-être qu'on pourra maintenant le reconnecter. Souvenons-nous qu'avec
La directive 2146 de l'Union européenne, il y avait déjà des pays qui avaient reçu, d'après la directive, dans notre région, l'Uruguay et l'Argentine, qui conservent cette directive qui n'a pas été révisée en termes de la réglementation générale. Nous connaissons tous l'histoire des États-Unis avec Safe Harbor et maintenant les clauses contractuelles. Et quand je lisais l'introduction, et je voyais que le Japon était le premier pays à obtenir le niveau d'équivalence. Bruno est en train de... Peut-être ceci est lié avec le 2146, mais avec le GDPR, c'est Japon et la Corée du Sud qui ont obtenu la possibilité ou cette notation, et ils sont en train de gérer, et on est en train de gérer les demandes d'autres pays. Quant à l'Amérique latine, la Colombie et suit ce procès, et également le Mexique. Et qu'est-ce que cela implique, la 2146, avoir la possibilité dans le secteur privé pour que les entreprises mexicaines et européennes aient un libre flux des données personnelles sans plus de conditions ni d'exigences. Et cela, bien sûr, motive et donne des incitations au commerce électronique et la technologie numérique. Et je vois que Bruno nous rejoint de nouveau. Alors, attendons quelques secondes pour pouvoir l'entendre et suivre sa présentation. Merci. OK. Je crois que ça est en train de prendre un peu plus de temps. Bon, souvenez-vous, en termes de la réglementation, la protection des données de l'Union européenne, l'article 45 et les articles subséquents établissent quelles sont les directives à respecter en termes du transfert de données international, et il y a la possibilité de ne pas suivre les conditions établies dans l'article 46 et les autres articles subséquents si cette déclaration de pays tiers est acceptée. Il est très utile d'avoir cette norme, car la première est la convergence normative, et M. Bruno est déjà là. Bruno? Bonjour. Oui, ça va? Ça va? Très bien. Bon, mon micro est terrible, oui. Tout d'abord, nous essayons... Bon, nous voulions remercier Jonathan pour d'avoir fait des commentaires si généreux vis-à-vis de ma présentation. Et je salue ma copanéliste du Japon. Le Japon est un des participants les plus importants au dialogue international sur les flux des données, sur le flux de données. Et nous partageons avec eux les objectifs déjà présentés par Madame le commissaire du Japon. Et d'emblée, je tiens à remercier tous mes collègues. Je m'excuse, j'ai un écho ici. Je suis en train d'essayer de corriger ce petit accrochage technique.
I'm sorry. Ah, je m'excuse. Je m'excuse, j'ai dû fermer le son sur mon ordinateur car je n'ai pas de micro, mais j'espère que ça fonctionne. You can hear me. J'espère également que vous m'entendez. Can you hear me? Allez, vous recevez? Okay, well, I've been told that this works, so I... Bon, alors, on m'a dit qu'on m'entend. Merci aux organisateurs pour l'organisation, de m'avoir invité. C'est un plaisir que d'être ici parmi vous et je m'excuse de ces petits accrochages techniques. J'espère que ce ne sera pas de mon côté seulement, mais c'est un plaisir car mon dernier voyage, à mon dernier voyage, la destination était la ville de Mexico et j'ai de très beaux souvenirs de la ville de Mexico. Bon, je serai aussi succincte que possible quant à mon intervention parce qu'on a déjà perdu suffisamment de temps. Toute conférence, tout séminaire, tout événement va se pencher sur les flux de données. Et bon, je ne veux pas réinventer le fil à couper le beurre, mais il faut reconnaître un fait incontournable que les flux de données sont une partie intégrante des échanges commerciaux et des interactions sociales, comme nous pouvons en faire le constat aujourd'hui à l'occasion de cette conférence. On reconnaît également que la protection accompagne les flux de données. La protection des flux de données vont de la main. Et la protection et les données vont de la main. Et voici qui facilite les flux de données. Ils habilitent les flux de données. Donc, il est difficile de parler de nouveautés en termes de transparence des données, c'est-à-dire ce que les autres collègues n'auront pas dit ou auront passé outre ou auront dit ou l'auront exprimé mieux que moi. Toutefois, cela dépendra du temps qui me reste. Je tiens à mettre en avant 3 ou 4 tendances qu'on observe dans le cadre de notre travail et du transfert des données internationales dans l'Union européenne, des tendances, des événements qui ouvriront de nouvelles portes dans ce domaine-là. Et de façon plus spécifique, je vais mentionner brièvement la conversation sur la coopération, les transferts de données internationales et comment cela est en train de devenir devient beaucoup plus diversifié et au niveau mondial si on compare aux années antérieures. Et également, il faut observer que le changement vers une dimension multilatérale au moment d'aborder le thème du flux de données. Et dans un troisième temps, l'importance de la coopération pour faire valoir ses dispositions. Et dans un quatrième temps, si le temps me le permet, je vais soulever quelques commentaires sur les synergies qui peuvent être établies entre les instruments commerciaux, d'un côté les mécanismes de protection des données, par ailleurs, rompre les silos est un thème prioritaire et c'est une thématique et qui a une grande valeur et qui est essentielle pour l'AGP. Alors, comme je disais, nous parlons aujourd'hui de thématiques diversifiées en ce qui concerne le flux de données internationales. On le voit du point de vue géographique. Il y a une transition du débat de la dimension transatlantique de ce débat visant d'autres régions du monde, par exemple la région Asie-Pacifique, l'Amérique latine également. Mais cela ne veut absolument pas dire que cette dimension transatlantique du débat ne soit plus importante du fait
Elle est critique, mais pas la seule pour autant, et qui est loin d'être la seule pour autant. Quand nous parlons de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine, ce sont de véritables laboratoires en termes de nouvelles réglementations de la protection des données, de nouvelles initiatives, de nouvelles solutions. Et cela nous ouvre de nouvelles opportunités pour le transfert de flux de données entre les régions et également le reste du monde. Et je rebondirai là-dessus après. Et on fait le constat d'une plus grande diversité, d'une diversité plus importante autour du débat et les acteurs qui y participent. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est plus une discussion, ce n'est plus un débat entre les États. Il y a de nouveaux acteurs dans les organisations internationales. Pensons donc à la protection des données et les flux de données internationales. Il y a des forums tels le G7, le G20 et des réseaux régionaux à la protection de données en Amérique latine, en Europe. Alors, pensons également au rôle que joue et que représente le secteur privé dans l'élaboration et le développement de ces normes sur le flux de données. Ceci est important car il n'y a aucun doute que le débat, la conversation devient plus complexe, mais également plus intéressante, cette diversité de solutions, et qui fait que quand on parle de nouveaux acteurs, de nouvelles dimensions, dans le cadre du débat, nous ne parlons pas seulement d'ajouter de nouvelles dispositions, de nouvelles réglementations, une convention de plus ou une déclaration conjointe. Il nous semble que nous avons suffisamment d'instruments. Nous parlons plutôt de développement d'outils pratiques sur le terrain et des outils pratiques en vue d'habiliter le flux de données. Cela me porte à la deuxième question à soulever, ce que j'appelle la multilatéralisation des transferts de données internationales. Nous avons également vu dans le cadre du débat bilatéral traditionnel ou la dimension bilatérale du débat qui n'est plus exclusive, qui a cessé de l'être. Et pour qu'il y ait plus de parties prenantes dans ces échanges, cela ne veut pas dire que la dimension bilatérale ne soit plus importante, la convergence en tant que norme et que vous avez analysé hier et les normes qui seront analysées, que tout le monde analysera cette semaine, c'est réel. Ceci évolue devant nos yeux. Il y a une législation basée sur les valeurs, les principes, les sauvegardes en commune et qui sont développés dans toutes les régions du monde, Brésil, Japon, l'Équateur, jusqu'au Kenya ou la Corée. Bien sûr, cette convergence offre de nouvelles possibilités en vue d'habiliter les flux de données, y compris les décisions portant sur les commentaires de Jonathan hier. Ceci continue à être la partie cruciale de notre travail. Nous avons conclu nos négociations avec la Corée après avoir créé le domaine le plus vaste de flux de données, et il y aura d'autres initiatives ces prochains mois à venir, ces prochaines années à venir, avec un plus grand nombre de parties prenantes en Asie et en Amérique latine. Mais pour l'instant, la Corée et le Japon sont le territoire le plus vaste qui a été créé. Et quand je parle de cette dimension multilatérale, il y a d'autres opportunités qui ont surgi. Je parle particulièrement au rôle des réseaux et des organisations régionales, par exemple. Et vous savez bien probablement que l'organisation
qui regroupe Singapour, l'Indonésie, le Vietnam, qui regroupe tous ces pays. Cette organisation, tout récemment, a adopté des clauses contractuelles qui s'avèrent très utiles pour le transfert de données en Europe. Et en fait, c'est l'outil numéro 1 pour le transfert de données internationales. Il existe déjà un modèle de clause contractuelle et ceci vient à habiliter les transferts à l'intérieur de cette région et dans d'autres régions du monde et vers d'autres régions du monde. Donc, nous travaillons à la construction de ponts et établir une harmonie entre les différents ensembles de clauses et de modèles. Ainsi, on a adopté les clauses modèles. Au début de cette année-ci, l'Union européenne a adopté ses propres clauses modèles modernisées et ces deux ensembles de clauses ne sont pas identiques, ne doivent pas être identiques, mais se basent sur de nombreux principes et sauvegardes en commun. Et faire qu'il y ait une communication entre ces ensembles et évidemment promouvoir la convergence, ce qui va rendre la vie des entreprises beaucoup plus facile dans cette région d'Asie et l'Union européenne. J'ai mis cet exemple en avant car la convergence qu'on constate en ce moment a déjà atteint une masse critique. Et dans notre opinion, cela va déboucher sur une augmentation des opportunités, et y compris des opportunités qui vont englober plus de 2 juridictions, voire plusieurs régions du monde entier. Et vous verrez des initiatives très intéressantes qui vont commencer à émerger et se connecter avec d'autres régions du monde. Par exemple, l'Amérique latine. Et cette nouvelle approche pour le transfert de données pourrait avoir également une portée assez importante dans son contexte de réseau qui va finalement bénéficier les citoyens pour qu'ils sachent qu'ils sont protégés et qu'il y a un niveau de protection très élevé également pour les citoyens, pour les entreprises qui se doteront d'outils qui les aideront à naviguer à travers les conditions des différentes juridictions. Et le troisième point à soulever, c'est faire valoir les dispositions. Il me semble que nous sommes tous d'accord sur le fait que la coopération entre les régulateurs, les décideurs est très importante. Il existe déjà la coopération, la supervision financière et dans d'autres domaines depuis des années. Nous avons déjà des instruments qui permettent la coopération sur le terrain pour l'échange d'informations en temps réel et portant sur des recherches spécifiques bien concrétisées pour obtenir l'aide réciproque pour gérer des recherches réciproques et conjointes. Cela n'existe pas toujours, mais il y a des instruments utiles pour la coopération entre les régulateurs. Mais c'est ce que moi j'appellerais des efforts aux mécanismes de coopération de deuxième génération qui n'existent pas encore, qui ne sont pas encore concrétisés dans le monde de la protection des données. Et bien probablement, ils sont tout spécialement nécessaires quand il faut faire valoir les lois à la protection de la vie privée pour une raison plus qu'évidente. Aujourd'hui, si nous avons une fuite de données importante ou si on a un problème de conformité grave qui porte atteinte à de nombreuses juridictions, des centaines, parfois des milliers d'utilisateurs qui se voient
qui soit atteint. Et les agences qui enquêtent ces incidents peuvent le faire en même temps et qu'elles puissent toutes coopérer de façon efficace. Et de la même manière, cela est logique car les législations sur la vie privée qui ont été modernisées et qui comprennent également un effet extraterritorial, quoique je n'aime pas ce terme. Et ces règles appliquent aux entreprises établies dans d'autres territoires. Mais toujours si les pratiques de ces entreprises ont une bonne répercussion dans la planification au niveau de l'Union européenne. Si on voudrait avoir accès à des indices et faire des enquêtes dans d'autres juridictions, on a besoin d'autres instruments, d'autres outils contraignants qui permettront la coopération. Et la collaboration, bon, finalement, c'est quelque chose qui vient à justifier cette idée qu'il existe un besoin de déployer ces mécanismes dont j'ai déjà parlé. Et le besoin de négocier des accords avec de nombreux partenaires internationaux. Donc, voilà, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. Je pourrais bien poser d'autres exemples. Mais je tenais à citer ces exemples-ci pour vous montrer de façon concrète, dans un domaine considéré controversé, complexe et polémique, et qui rend nerveux vu qu'il y a tellement d'inconnus, on peut trouver toujours des solutions novatrices, innovantes. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai mis ces exemples en avant, c'est parce que il me semble que nous avons besoin, c'est un message important également, il me semble que nous devons nous centrer sur des solutions pratiques dans le contexte du travail sur le terrain. Les exemples que j'ai présentés expriment cette importance que je voulais souligner. De nouveau, mes excuses pour les petits accrochages techniques au début de mon intervention. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup à faire et du grand travail qu'on peut gérer conjointement parce que c'est la manière de s'attaquer aux problèmes qui deviennent de plus en plus globalisés et en termes des défis, des opportunités qu'on pourra y repérer. Merci. Merci beaucoup. Merci Bruno de votre participation, de votre message, de vos contributions. Bien sûr qu'il sera très intéressant de suivre le comportement au niveau régional en Amérique latine au cours des années à suivre, suivant des réglementations telles celles du Brésil et de l'Équateur, et qui nous offrent des aspects qui ont été intégrés en tant que juridiction du corporatif au nom de l'INAI et du plénum qui l'intègre. Nous remercions les intervenants qui ont participé à cette conférence magistrale numéro 3. Et déconnectez-nous, mais surtout ne ratez pas le panel 3, le futur de la vie privée et de la technologie, les défis et les solutions possibles.